Les éditions Alexandre Stanquet présentent Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Narration Jean Leclerc. C'est Sophie Stanquet qui vous parle. Préface. En tant que fille de Dale Carnegie, je suis ravie de présenter cette nouvelle édition de Comment se faire des amis et influencer les autres. C'était une occasion tant attendue de la rafraîchir tout en restant fidèle à son langage et à son contenu d'origine. Bien que ce livre soit sorti pour la première fois en 1936, les informations que vous y trouverez ne sont ni périmées ni hors de propos. Ce livre a touché une corde sensible de génération en génération et continue de le faire auprès du public d'aujourd'hui. Le titre à lui seul est devenu une expression courante, souvent citée, paraphrasée et parodiée, apparaissant partout des caricatures politiques aux romans policiers. Cela peut sembler surprenant aujourd'hui, mais personne au moment de la publication du livre n'aurait pu prédire la réponse écrasante du grand public. Et encore moins mon père. Comme ma mère l'a décrit en 1981, Comment se faire des amis a été publié pour la première fois en 1936 dans une édition de seulement 5000 exemplaires. Ni mon mari, ni Simon & Schuster n'avaient prévu plus que ce modeste chiffre. À leur grande surprise, le livre est devenu un énorme succès et les réimpressions se succédèrent sans arrêt pour répondre à la demande croissante du public jusqu'à aujourd'hui. Comment se faire des amis est entré dans l'histoire de l'édition comme étant l'un des plus grands best-sellers internationaux de tous les temps. Et il a été traduit dans presque toutes les langues écrites connues. Chaque génération le redécouvre et en tire parti. Ma mère a écrit cela il y a plus de 40 ans et c'est toujours aussi vrai aujourd'hui. Comment se faire des amis et influencer les autres, qui s'est vendu maintenant à plus de 40 millions d'exemplaires, n'est pas seulement un paragon du genre, il l'a plus ou moins inventé. Il a été le premier de son genre. En 1936, il n'y avait pas de rayon de livres de développement personnel comme aujourd'hui. Développement personnel signifiait généralement affiner ses manières à table ou acquérir une appréciation des beaux-arts ou de la littérature. On n'apprenait pas à se faire des amis dans un livre. Soit vous étiez populaire et aviez du succès, soit vous ne l'étiez pas. Mon père, Dale Carnegie, a changé cela. Il savait que les relations humaines pouvaient être enseignées. Pendant des années, il avait donné des cours d'éducation des adultes. Le plus populaire était le cours Carnegie théorique, un cours de prise de parole en public, mais englobant bien plus. Il pensait que le fait de pouvoir parler devant un public donnait aux gens la confiance qui leur manquait pour faire passer leurs idées efficacement et pouvait ouvrir la porte à se transformer en la personne qu'il aspirait à être. Mon père trouvait le travail à la fois stimulant et satisfaisant. Ses affaires décollaient et le tenaient occupé, si bien qu'il n'a jamais pensé écrire un livre basé sur le matériel des cours qu'il donnait, jusqu'à ce qu'il soit contacté par Léon Chimkin. En 1934, Chimkin, le brillant éditeur en devenir de Simon & Schuster, a assisté à l'une des conférences de mon père et a été suffisamment intrigué pour s'inscrire au cours Carnegie. Il a tellement été impressionné par ce qu'il a vu et entendu au cours des premières sessions qu'il a exhorté mon père à écrire un livre. Au début, mon père était réticent à prendre du temps sur ses cours pour un projet de cette envergure, mais Chimkin a persisté. Il a estimé qu'il existait un marché pour l'art de traiter avec les gens et a convaincu mon père d'élaborer un projet basé sur des enregistrements de ses conférences. Au fur et à mesure qu'il travaillait sur l'ébauche, mon père a commencé à voir le potentiel d'un tel livre et s'est engagé à fond dans le projet. Comme il le disait,
je n'ai pas vraiment écrit comment se faire des amis. Je l'ai colligé. J'ai simplement mis sur papier les conférences que je donnais aux gens pour les préparer aux affaires et à la vie sociale en utilisant les conseils de réussite qu'eux-mêmes me donnaient. Ils n'avaient aucune idée à l'époque que ce livre trouverait un public beaucoup plus large que ses cours. Au milieu des années 1930, l'emprise de la Grande Dépression commence à se relâcher. Bien que la guerre soit imminente en Europe, en Amérique, les gens commencent à se tourner vers l'avenir pour reconstruire l'économie et leur propre vie. Après les privations de la décennie précédente, l'humeur est désormais à l'optimisme prudent et les gens veulent réaliser leur potentiel tout en envisageant un avenir meilleur. Le moment était venu de publier un livre comme Comment se faire des amis et influencer les autres. Lorsque le livre est sorti en librairie, il toucha une corde sensible et le public réagit en s'arrachant 250 000 d'exemplaires au cours des 3 premiers mois. Aujourd'hui, il est toujours d'actualité, ce qui nous indique que le besoin de connexion avec les autres et le besoin d'évoluer font partie de la psyché humaine. Ce qui nous amène à la question logique: pourquoi réviser un classique qui a prouvé sa valeur intemporelle et qui continue à avoir un attrait universel? Pourquoi altérer le succès? Encore une fois, c'est ma mère qui l'a dit le mieux en 1981. Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir que tout au long de sa vie, mon mari a été un réviseur infatigable de son propre travail. Il a constamment affiné et amélioré ses cours pour répondre aux besoins changeants d'un public toujours plus nombreux. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait lui-même mis à jour Comment se faire des amis et influencer les autres pour refléter les changements culturels qui se sont produits dans le monde depuis sa première publication. Dans cette nouvelle édition, nous avons perpétué la tradition de mon père en veillant à ce que son œuvre reste d'actualité pour la prochaine génération de lecteurs, sans pour autant nous éloigner de la puissante authenticité de la version originale. Mon père écrivait comme il parlait, d'une manière intensément exubérante, conversationnelle, issue de ses racines rurales du Midwest, et nous n'avons pas voulu changer cela. Nous avons conservé le style enjoué et effronté de Carnegie. Même l'argot des années 30 est toujours là. Nous n'avons pas changé Comment se faire des amis et influencer les autres. Il s'agit seulement d'une retouche, car nous ne voulions pas réécrire un classique, ni diminuer la magie de la voix de mon père. Nous voulions revenir à l'original, aussi près que possible, tout en le retouchant pour demain. Nous sommes donc repartis de zéro et avons travaillé à partir de la première édition de 1936, la source non diluée. Dire que Comment se faire des amis est intemporel, c'est sous-estimer son impact. Même ceux qui n'ont jamais lu le livre reconnaîtront bon nombre d'idées qu'il contient. Les principes de mon père, au diapason avec ce que les gens voulaient et avaient besoin, ont été rapidement adoptés par les chefs d'entreprise de l'époque. Dans le monde d'aujourd'hui, elles sont présentées comme des stratégies d'avant-garde par les programmes de ressources humaines et de leadership d'entreprise. Les professionnels comme les profanes les ont empruntées, reconditionnées et reformulées en promettant de vous révéler comment accroître votre confiance en vous, développer vos compétences en matière de gestion et améliorer votre vie sociale. Mon père n'a pas inventé les concepts sur lesquels il a écrit, mais il a été un pionnier de la façon dont il les a présentés. Nombre de nos gourous actuels du développement personnel doivent leur sujet de discussion et leur succès aux bases que ce livre a posées il y a près de 90 ans. Et beaucoup de livres populaires d'aujourd'hui sont dérivés du concept de comment se faire des amis. Le thème primordial et la clé de voûte de ce livre est de voir les choses du point de vue des autres. À notre époque de conflits politiques et de bouleversements sociaux,
Nous avons plus que jamais besoin d'acquérir des compétences en matière de relations humaines. Ces pages vous montreront comment avoir une conversation civilisée avec ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord, comment expliquer pourquoi certaines personnes ne veulent pas entendre raison, et vous aideront à combler les fossés avec votre famille et vos amis lorsque cela semble impossible. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est d'une importance vitale. Une aide qui transforme souvent la vie se trouve dans ces pages. Un tel défi n'était pas facile à relever pour mon père. Il était lui-même le premier à admettre qu'il n'était pas le modèle de relation humaine que les gens imaginaient. Il a lutté avec ses leçons comme tout le monde. Il y a une merveilleuse histoire de famille qui raconte qu'un ami de ma mère est venu nous rendre visite juste après que mes parents se soient disputés. Mon père était encore furieux et bougonnait dans la maison. Quand l'invité commenta sur la situation, ma mère lui a fait un signe de tête et a dit « Voilà l'homme qui a écrit le livre « Comment se faire des amis ». Comme il le disait souvent, il a écrit comment se faire des amis et influencer les autres pour lui-même autant que pour les autres. Cette révision a été un travail d'amour pour moi. J'avais que 4 ans lorsque mon père est décédé en 1955. Mais je me souviens bien de lui. Il était chaleureux, riait facilement, aimait les gens et trouvait toujours du temps pour moi. Il était vraiment la personne dont vous entendez la voix dans ce livre. En travaillant sur ce projet, j'ai eu la chance de bénéficier de l'aide précieuse de l'écrivain Andrew Postman. Ensemble, nous avons revu et analysé chaque ligne de comment se faire des amis et influencer les autres, encore et encore, en éliminant les éléments superflus et en débattant soigneusement des mérites de chaque changement, aussi minime soit-il. Je suis également reconnaissante à Stuart Roberts, notre éditeur chez Simon & Schuster, dont le soutien à cette révision a été indéfectible, ainsi qu'à Joe Hart et Christine Buscarino de Dale Carnegie Training, qui ont été des caisses de résonance tout au long de ce projet. Je crois que mon père aurait été très satisfait du résultat. J'espère que vous le serez aussi, et que non seulement vous bénéficierez de la sagesse qu'il renferme, mais que vous apprécierez également le voyage. Donna Dale Carnegie. Comment ce livre a été écrit et pourquoi? Au cours des 35 premières années du XXe siècle, les maisons d'édition américaines ont imprimé plus de 200 000 livres différents. La plupart d'entre eux étaient mortellement ennuyeux, et beaucoup furent des échecs financiers. Beaucoup, ai-je dit? Le président de l'une des plus grandes maisons d'édition du monde m'a avoué que sa société, après 75 ans d'expérience dans l'édition, perdait encore de l'argent sur 7 livres sur 8 qu'elle publiait. Pourquoi alors ai-je eu la témérité d'écrire un autre livre? Et après l'avoir écrit, pourquoi prendre la peine de le lire? Des questions justes, toutes les deux. Je vais essayer d'y répondre. Depuis 1912, je dirige des cours de formation pour les hommes et les femmes d'affaires et les professionnels à New York. Au début, je n'organisais que des cours d'art oratoire, des cours destinés à apprendre aux adultes, par l'expérience, à penser par eux-mêmes et à exprimer leurs idées avec plus de clarté, d'efficacité et d'assurance, aussi bien lors d'entretiens d'affaires que dans des groupes. Mais peu à peu, au fil des saisons, je me suis rendu compte qu'autant ces adultes avaient besoin d'une formation à l'expression orale efficace, autant ils avaient besoin d'encore plus de formation à l'art de s'entendre avec les gens dans les contacts professionnels et sociaux quotidiens. J'ai aussi réalisé peu à peu que j'avais moi-même cruellement besoin d'une telle formation, par mon manque fréquent de finesse
et de compréhension. Comme j'aurais aimé qu'un livre comme celui-ci soit mis entre mes mains il y a 20 ans. Il aurait été d'une aide inestimable. Traiter avec les gens est probablement le plus gros problème auquel vous êtes confrontés, surtout si vous êtes dans les affaires. Oui, et c'est également vrai si vous êtes une personne au foyer, un architecte ou un ingénieur. Des recherches menées il y a quelques années pour le compte de la Fondation Carnegie pour l'avancement et l'enseignement, aucun lien de parenté, ont révélé un fait très important et significatif, confirmé par la suite par d'autres études menées au Carnegie Institute of Technology, également aucun lien de parenté. Ces études ont révélé que même dans des domaines aussi techniques que l'ingénierie, environ 15% de la réussite financière d'une personne est due à ses connaissances techniques et environ 85% est due à ses compétences en ingénierie humaine, c'est-à-dire à sa personnalité et à sa capacité à diriger des personnes. Pendant de nombreuses années, j'ai donné des cours à l'Engineers Club de Philadelphie, ainsi que des cours pour le chapitre de New York de l'American Institute of Electrical Engineers. Plus de 1500 ingénieurs ont passé par mes cours. Ils sont venus me voir parce qu'ils avaient finalement réalisé, après des années d'observation et d'expérience, que les personnes les mieux payées dans le domaine de l'ingénierie ne sont souvent pas celles qui en savent le plus sur l'ingénierie. On peut par exemple embaucher de simples compétences techniques en ingénierie, en comptabilité, en architecture ou dans n'importe quelle autre profession pour un salaire assez raisonnable. Mais la personne qui possède des connaissances techniques et la capacité d'exprimer des idées, d'assumer un rôle de leader et de susciter l'enthousiasme des gens, cette personne est promise à un salaire plus élevé. Au temps de son activité la plus féconde, John D. Rockefeller confia à un ami, et j'ouvre les guillemets, « Ceux qui savent influencer les hommes possèdent une qualité que je suis disposé à rétribuer davantage que n'importe quelle valeur sous le soleil. » Fin de la citation. Vous seriez tenté de penser que tous les collèges s'efforcent de développer par leur enseignement la faculté la plus précieuse qui soit au monde? Eh bien, s'il se trouve un cours pratique et sensé de ce genre dans une seule université, il a jusqu'à ce jour échappé à mes investigations. L'Université de Chicago et l'association YMCA ont réalisé une enquête dans tout le pays pour déterminer en quoi les adultes désirent réellement progresser. Cette enquête a duré 2 ans et s'est terminée dans le Connecticut, à Meriden. Chaque habitant de cette ville fut prié de répondre à une liste de 56 questions. Quelle est votre profession? Votre formation? Comment occupez-vous vos loisirs? Quels sont vos revenus? Vos distractions favorites? Vos ambitions? Vos soucis? Quels sont les sujets dont l'étude vous passionne le plus? Et ainsi de suite. L'enquête révéla que la santé est la préoccupation dominante des hommes. Ce qui ensuite les intéresse le plus, ce sont leurs rapports avec les autres, la manière de les comprendre, et le comité chargé de l'enquête décida d'instituer pour les adultes de Meriden un cours destiné à enseigner la science désirée. Dans ce but, il commença par chercher un manuel de psychologie pratique et n'en trouva pas un seul. Il consulta alors le professeur Harry A. Overstreet, une des autorités les plus compétentes en matière de formation. Son livre « L'art d'influencer la conduite humaine » pourrait-elle convenir? Non, répondit-il. Je sais ce que vous voulez. Mon étude s'en rapproche peut-être plus que tout autre,
Mais ce qu'il vous faudrait réellement n'a jamais été écrit. Je savais par expérience que cette affirmation était vraie, car j'avais moi-même cherché pendant des années à découvrir un manuel pratique sur les relations humaines. Comme il n'existait pas de tel livre, j'ai essayé d'en écrire un pour l'utiliser dans mes propres cours. Et le voici. J'espère qu'il vous plaira. Pour préparer ce livre, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet. Des colonnes de journaux, des articles de magazines et des dossiers des tribunaux de la famille aux écrits des anciens philosophes et des nouveaux psychologues. En outre, j'ai engagé un chercheur qualifié qui a passé 1 an et demi dans diverses bibliothèques à lire tout ce que j'avais manqué, à parcourir des tomes érudits sur la psychologie, à lire des centaines d'articles, à parcourir d'innombrables biographies, à essayer de déterminer comment les grands dirigeants de tous les temps avaient traité les gens. Nous avons lu leurs biographies, nous avons lu les histoires de vie de tous ces grands leaders, de Jules César à la reine Victoria, en passant par Thomas Edison. Je me souviens que nous avons lu plus de 100 biographies de Theodore Roosevelt à lui seul. Nous étions déterminés à ne ménager ni notre temps ni nos efforts pour découvrir toutes les idées pratiques que les gens ont utilisées à travers les âges pour se faire des amis et influencer les gens. J'ai personnellement interviewé des dizaines de personnes ayant réussi, dont certaines sont mondialement connues. Des inventeurs comme Marconi et Edison, des dirigeants politiques comme Franklin D. Roosevelt et le ministre des Postes James Farley, des chefs d'entreprise comme le fondateur de RCA, Owen D. Young, des stars de cinéma comme Clark Gable, Joan Crawford et Mary Pickford, des musiciens comme la chanteuse d'opéra Helen Jepsen, des éducateurs comme Helen Keller et des explorateurs comme Martin Johnson. Et j'ai essayé de découvrir les techniques qu'ils utilisaient dans leurs relations humaines. À partir de tout ce matériel, j'ai préparé une courte conférence. Je l'ai appelée « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Je dis courte. Elle était courte au début, mais elle s'est rapidement développée pour devenir une conférence d'1h30. Pendant des années, j'ai donné cette conférence aux adultes des cours de l'Institut Carnegie à New York. J'ai fait ma conférence et j'ai encouragé les auditeurs à sortir et à la tester avec leurs contacts professionnels et sociaux, puis revenir en classe et parler de leur expérience et des résultats qu'ils ont obtenus. Quelle mission intéressante! Ces femmes et ces hommes avides d'amélioration personnelle étaient fascinés par l'idée de travailler dans un laboratoire d'un genre nouveau. Le premier et le seul laboratoire de relations humaines adultes qui n'ait jamais existé. Mon livre n'a pas été écrit dans le sens habituel du mot. Il a évolué comme un enfant. Il s'est formé, développé. Il a pris de l'ampleur et de la force dans ce laboratoire, nourri de l'expérience de milliers de personnes. J'ai alors rédigé quelques principes dont la liste tenait aisément sur une carte grande comme ma main. La saison suivante, la liste s'était allongée. Puis elle se transforma en une série de brochures. Chacune d'elles grandit à son tour. Et aujourd'hui, après 15 années d'expérience et de recherche, je vous apporte ce livre. Les principes énoncés ici ne sont pas simplement des théories, des suppositions. Ils produisent des résultats immédiats, presque magiques. Aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai vu de nombreuses existences transformées par leur application. En voici un exemple. L'année dernière, le patron d'une entreprise de 314 personnes participait à notre entraînement. Il avait toujours mené ses employés
à la baguette, les critiquant et les réprimandant. Les paroles d'encouragement et de reconnaissance lui étaient étrangères. Après avoir étudié les principes exposés dans ce livre, cet homme modifia radicalement sa façon d'agir. Son organisation est maintenant imprégnée d'une nouvelle loyauté, d'un nouvel enthousiasme et d'un nouvel esprit d'équipe. 314 ennemis ont été transformés en 314 amis. Comme il l'a dit fièrement dans un discours devant la classe, et je cite, « Quand je traversais mon établissement, personne ne me saluait. Mes employés détournaient même le regard lorsqu'ils me voyaient arriver. Mais maintenant, ils sont tous mes amis, et même le concierge m'appelle par mon prénom. » Fin de la citation. Grâce aux principes enseignés ici, d'innombrables commerciaux ont pu augmenter leur chiffre d'affaires. Beaucoup ont décroché de nouveaux clients, jusqu'alors sollicités en vain. Des directeurs ont gagné en prestige, en autorité, en rayonnement. Un cadre me confiait la semaine dernière que la promotion rapide qui lui avait été accordée était principalement due à l'application de nos principes. Un autre directeur de la compagnie du gaz de Philadelphie allait être congédié à cause de son caractère agressif, de sa difficulté à travailler en équipe. Grâce à notre entraînement, il put non seulement éviter le renvoi, mais même améliorer sa situation. En d'innombrables occasions, des conjoints participant au banquet donné à la fin des cours m'ont dit que leur foyer était beaucoup plus heureux depuis que leur mari ou leur femme avait commencé cette formation. Les gens sont souvent étonnés des résultats qu'ils obtiennent. Tout semble magique. Dans certains cas, dans leur enthousiasme, ils m'ont téléphoné chez moi, le dimanche, parce qu'ils avaient hâte de rapporter leurs résultats à la session régulière du cours. Un homme a été tellement ému par un exposé sur ses principes qu'il a passé une bonne partie de la nuit à en discuter avec d'autres membres de sa classe. À 3 heures du matin, les autres sont rentrés chez eux. Mais lui était tellement secoué par la prise de conscience de ses propres erreurs, tellement inspiré par la perspective d'un monde nouveau et plus riche qui s'ouvrait devant lui, qu'il n'a pas pu dormir. Il n'a pas dormi cette nuit-là, ni le jour suivant, ni la nuit suivante. Qui était-il? Un individu naïf, sans formation, prêt à s'extasier devant toute nouvelle théorie qui se présentait? Oh non, loin de là. C'était le propriétaire d'une galerie d'art, un homme averti, cultivé, très mondain, qui parlait couramment 3 langues et avait mené à bien des études dans 2 universités étrangères. Alors que j'écrivais ce chapitre, j'ai reçu une lettre d'un aristocrate allemand, dont les ancêtres avaient servi pendant des générations comme officier professionnel de l'armée sur le Hohenzollern. Sa lettre, écrite depuis un paquebot transatlantique, racontant l'application de ses principes, s'élevait presque à une ferveur religieuse. Un autre homme, un vieux New-Yorkais, diplômé de Harvard, riche, propriétaire d'une grande usine de tapis, a déclaré qu'il avait appris plus en 14 semaines grâce à ce système de formation sur l'art délicat d'influencer les gens qu'il n'avait appris sur le même sujet pendant ses 4 années d'université. Absurde? Risible? Fantastique? Bien sûr, vous êtes libre de rejeter cette déclaration avec l'adjectif que vous souhaitez. Je ne fais que rapporter, sans commentaire, une déclaration faite par un individu conservateur et éminemment prospère lors d'une annonce publique devant environ 600 personnes au Yale Club de New York dans la soirée du jeudi 23 février 1933. Je cite: « Par rapport à ce que nous devrions être,
disait le célèbre psychologue et professeur William James, nous ne sommes qu'à moitié éveillés. Nous n'utilisons qu'une petite partie de nos ressources physiques et mentales. En d'autres termes, l'individu humain vit loin de ses limites. Il possède des pouvoirs de toutes sortes qu'il a l'habitude de ne pas utiliser. Fin de la citation. Ces pouvoirs que vous omettez habituellement d'utiliser. Le seul but de ce livre est de vous aider à découvrir, à développer et à tirer profit de ces atouts dormants et inutilisés. L'éducation, a déclaré le Dr. John J. Hibben, ancien président de l'Université de Princeton, est la capacité à faire face aux situations de la vie. Si au terme de l'écoute des 3 premiers chapitres de ce livre audio, vous n'êtes pas un peu mieux armé pour faire face aux situations de la vie, alors je considérerai ce livre comme un échec total en ce qui vous concerne. Car le grand but de l'éducation, disait Herbert Spencer, sociologue et philosophe anglais, n'est pas la connaissance, mais l'action. Et ce livre est un livre d'action. Dale Carnegie, 1936. « 9 suggestions pour tirer le meilleur parti de ce livre audio. » 1. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de ce livre audio, il faut une qualité essentielle, un élément essentiel infiniment plus important que toute règle ou technique. Sans cette disposition fondamentale, les meilleurs préceptes ne vous serviront à rien. Mais si vous la possédez, vous accomplirez des merveilles. Quelle est cette condition magique? Tout simplement ceci. Un désir profond et impérieux d'apprendre, une détermination vigoureuse à accroître votre capacité à traiter avec les gens. Comment pouvez-vous développer une telle envie? En vous rappelant constamment à quel point ces principes sont importants pour vous. Imaginez comment leur maîtrise vous aidera à mener une vie plus riche, plus heureuse et plus épanouissante. Représentez-vous la vie plus heureuse que vous ne mèneriez en les appliquant. Répétez-vous inlassablement « Mon bonheur, mon succès, ma réputation dépendent en grande partie du talent que je saurai déployer dans les rapports avec mes semblables. » 2. Écoutez d'abord rapidement chaque chapitre pour en avoir une vue d'ensemble. Vous serez probablement tenté de vous précipiter sur le suivant. Ne le faites pas, à moins que vous ne lisiez uniquement pour vous divertir. Mais si vous écoutez ce livre parce que vous voulez améliorer vos compétences en matière de relations humaines, réécoutez attentivement chaque chapitre. À long terme, vous gagnerez du temps et obtiendrez de meilleurs résultats. 3. Arrêtez-vous fréquemment au cours de votre écoute pour réfléchir à ce que vous entendez. Demandez-vous comment et quand vous pouvez appliquer chaque suggestion. 4. Lorsque vous rencontrez une suggestion que vous pensez pouvoir utiliser, notez-la. 5. Je connaissais une femme qui avait été chef de bureau pour un grand groupe d'assurance pendant 15 ans. Chaque mois, elle lisait tous les contrats d'assurance que sa compagnie avait émis ce mois-là. Oui, elle lisait beaucoup des mêmes contrats, mois après mois, année après année. Pourquoi? Parce que l'expérience lui avait appris que c'était la seule façon de garder clairement à l'esprit leur disposition. J'ai un jour passé près de 2 ans à écrire un livre sur l'art oratoire, et pourtant je me suis aperçu que je devais y revenir de temps en temps pour me souvenir de ce que j'avais écrit dans mon propre livre. La rapidité avec laquelle nous oublions
est étonnante. Si vous voulez tirer un bénéfice réel et durable de ce livre audio, n'imaginez pas que de l'écouter une seule fois suffira. Rappelez-vous que l'utilisation de ces principes ne peut devenir une habitude que par une constante et vigoureuse révision de ceux-ci. Il n'y a pas d'autre moyen. 6. Bernard Shaw, le dramaturge irlandais, a remarqué un jour, et je cite, « Si vous enseignez quelque chose à un homme, il n'apprendra jamais. » Shaw avait raison. L'apprentissage est un processus actif. Nous apprenons en faisant. Donc, si vous souhaitez maîtriser les principes que vous étudiez dans ce livre audio, mettez-les en application. Appliquez ces règles à chaque occasion. Si vous ne le faites pas, vous les oublierez rapidement. Seules les connaissances utilisées restent dans votre esprit. Vous aurez probablement du mal à appliquer ces suggestions en permanence. Je le sais parce que j'ai écrit ce livre et pourtant j'ai souvent eu du mal à appliquer tout ce que je préconisais. Par exemple, lorsque vous êtes mécontent, il est beaucoup plus facile de critiquer et de condamner que d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne. Il est souvent plus facile de trouver des fautes que des louanges. Il est plus naturel de parler de ce que vous voulez que de parler de ce que l'autre personne veut. Et ainsi de suite. En écoutant ce livre, rappelez-vous que vous n'essayez pas simplement d'acquérir des informations. Vous essayez de former de nouvelles habitudes. Vous essayez d'adopter un nouveau mode de vie. Cela demandera du temps et de la persévérance et une application quotidienne. Référez-vous donc souvent à ces pages. Considérez ce document audio comme un manuel de travail sur les relations humaines. Et chaque fois que vous êtes confronté à un problème spécifique, vous pouvez vous y référer. 7. Offrez à votre conjoint, à votre enfant ou à un associé $1 chaque fois qu'il vous surprend à enfreindre un certain principe. Faites de la maîtrise de ces règles un jeu vivant. 8. Le président d'une banque de Wall Street a un jour décrit, lors d'une conférence devant l'un de mes cours, un système très efficace qu'il utilisait pour s'améliorer. Cet homme n'avait reçu que peu d'éducation formelle, mais il était devenu l'un des financiers les plus importants d'Amérique, et il a avoué qu'il devait la majeure partie de son succès à l'application constante de son système maison. Voici ce qu'il fait. Je vais l'exprimer dans ses propres mots, aussi précisément que je peux m'en souvenir. Citation. Pendant des années, j'ai tenu un carnet de rendez-vous indiquant tous les rendez-vous que j'avais dans la journée. Ma famille ne faisait jamais partie des projets pour moi le samedi soir, car elle savait que je consacrais une partie de chaque samedi soir au processus éclairant de l'auto-examen, de la révision et de l'évaluation. Après le dîner, je suis allé seul. J'ai ouvert mon carnet de rendez-vous et j'ai repensé à tous les entretiens, discussions et réunions qui avaient eu lieu pendant la semaine. Je me suis demandé, quelles erreurs ai-je commises cette fois-ci? Qu'est-ce que j'ai fait de bien et de quelle manière aurais-je pu améliorer ma performance? Quelles leçons puis-je tirer de cette expérience? J'ai souvent trouvé que cette revue hebdomadaire me rendait très malheureux. J'étais souvent étonné de mes propres gaffes. Bien sûr, au fil des années, ces gaffes sont devenues moins fréquentes. Parfois, j'étais enclin à me donner une petite tape dans le dos après une de ces séances. Ce système d'auto-analyse et d'auto-éducation qui s'est poursuivi année après année a fait plus pour moi que toute autre chose que j'ai jamais tenté. Il m'a aidé à améliorer ma capacité à prendre des décisions et il m'a énormément aidé dans tous mes contacts avec les gens.
je ne saurais trop le recommander. Pourquoi ne pas utiliser un système similaire pour vérifier votre application des principes abordés dans ce livre audio? Si vous le faites, 2 choses en résulteront. Tout d'abord, vous vous trouverez engagé dans un processus éducatif à la fois intriguant et inestimable. Deuxièmement, vous constaterez que votre capacité à rencontrer et à traiter avec les gens augmentera énormément. 9. Il peut être utile pour vous de noter vos triomphes après avoir appliqué ces principes. Soyez précis. Donnez des noms, des dates, des résultats. La tenue d'un tel registre vous incitera à redoubler d'efforts. Et comme ces notes seront fascinantes lorsque vous les retrouverez par hasard dans quelques années. À revoir. Pour tirer le meilleur parti de ce livre audio. 1. Développer un désir profond de maîtriser les principes des relations humaines. 2. Écoutez chaque chapitre 2 fois avant de passer au suivant. 3. Au fil de votre écoute, arrêtez-vous fréquemment pour vous demander comment vous pouvez appliquer chaque suggestion. 4. Notez chaque idée importante. 5. Passez en revue ce livre audio chaque mois. 6. Appliquez ces principes à chaque occasion. 7. Faites de votre apprentissage un jeu animé en offrant à un ami $1 chaque fois qu'il vous surprend à violer l'un de ces principes. 8. Faites le point chaque semaine sur les progrès que vous réalisez. Demandez-vous quelle erreur vous avez commise, quelles améliorations vous pouvez apporter et quelles leçons vous avez tirées pour l'avenir. 9. Conservez des notes de ce livre audio montrant comment et quand vous avez appliqué ces principes. Première partie. Technique fondamentale pour influencer les autres. 1. Si vous voulez récolter du miel, ne donnez pas de coup de pied dans la ruche. Le 7 mai 1931, la chasse à l'homme la plus sensationnelle que New York ait jamais connue a atteint son point culminant. Après des semaines de recherche, Two Gun Crawley, le tueur, le tireur, qui ne fumait ni ne buvait, fut piégé dans l'appartement de sa dulcinée sur West End Avenue. 150 officiers de police et détectives ont assiégé sa cachette au dernier étage. Ils ont percé des trous dans le toit. Ils ont essayé d'enfumer Crawley, le tueur des flics, avec des gaz lacrymogènes. Puis, ils ont monté leurs mitrailleuses sur les immeubles environnants et pendant plus d'1 heure, l'un des plus beaux quartiers résidentiels de New York a résonné du bruit des pistolets et du claquement des mitrailleuses. Protégé par un gros fauteuil rembourré, Crawley tirait sans relâche sur la police. 10 000 personnes observaient, surexcitées, la bataille. On n'avait jamais rien vu de semblable dans les rues de New York. Quand Crawley a été capturé, le commissaire de police Mulroney a déclaré que le Desperado, aux 2 pistolets, était l'un des criminels les plus dangereux jamais rencontrés dans l'histoire de New York. Il tue pour rien. Mais comment Two Gun Crawley se considérait-il? Nous le savons, car pendant que la police tirait dans son appartement, il a écrit une lettre adressée à qui de droit. Et pendant qu'il écrivait, le sang qui coulait de ses blessures laissait une trace cramoisie sur le papier. Dans sa lettre, Crawley dit « Sous mon manteau, j'ai un cœur fatigué, mais un cœur gentil, qui ne ferait de mal à personne. »
Fin de la citation. Peu de temps auparavant, Crowley et sa petite amie étaient garés dans une voiture sur une route de campagne à Long Island. Soudain, un policier s'est approché de la voiture et lui a demandé ses papiers. Sans dire un mot, Crowley dégaina son arme et abatta le policier d'une rafale de plomb. Alors que l'officier mourant tombait, Crowley a bondi hors de la voiture, a saisi le revolver de l'officier et a tiré une autre balle dans le corps inerte du policier. Et c'était le tueur qui a dit « Sous mon manteau, j'ai le cœur fatigué, mais un cœur gentil qui ne ferait de mal à personne. » Crowley a été condamné à la chaise électrique. Quand il est arrivé à la maison de la mort à Sing Sing, a-t-il dit, et je cite, « C'est ce que je reçois pour avoir tué des gens ?» Non. Il a dit, « C'est ce que je reçois pour m'être défendu. » Fin de la citation. Le point de l'histoire est le suivant. Two Gun Crowley ne s'est jamais reproché quoi que ce soit. Est-ce une attitude inhabituelle chez les criminels? Si vous pensez que oui, écoutez ceci. Citation. « J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner aux gens du bonheur, à les aider à passer un bon moment. Et tout ce que je reçois, c'est des insultes et la vie d'un homme traqué. » Fin de la citation. C'est Al Capone qui parle ainsi. Parfaitement. L'ancien ennemi public numéro 1, le plus sinistre chef de bande qui ait jamais terrifié Chicago, ne se condamne pas et se considère réellement comme un bienfaiteur public, un bienfaiteur incompris, traité avec ingratitude. C'est ce qu'a fait Dutch Schultz avant de s'écrouler sous les balles d'une gang de Newark. Schultz, l'un des criminels les plus notoires de New York, a déclaré dans une entrevue à un journal qu'il était un bienfaiteur public, et il le croyait. J'ai entretenu une correspondance intéressante à ce sujet avec Louis Lawes, qui a été directeur de la tristement célèbre prison de Sing Sing, à New York, pendant de nombreuses années. Et il a déclaré que peu de criminels à Sing Sing se considèrent comme des hommes mauvais. Ils sont tous aussi humains que vous et moi. Alors, ils rationalisent, ils expliquent. Ils peuvent vous dire pourquoi ils ont dû forcer un coffre-fort ou être rapides sur la gâchette. La plupart d'entre eux tentent, par une forme de raisonnement fallacieux ou logique, de justifier leurs actes antisociaux, même vis-à-vis d'eux-mêmes, soutenant ici avec force qu'ils n'auraient jamais dû être emprisonnés. Si Al Capone, Two Gun Crowley, Dutch Schultz et les hommes et femmes désespérés derrière les murs des prisons ne se reprochent rien, qu'en est-il des personnes avec lesquelles vous et moi sommes en contact? John Wanamaker, fondateur des magasins qui portent son nom, a avoué un jour, et je cite, « J'ai appris, il y a 30 ans, qu'il est stupide de gronder. J'ai suffisamment de mal à surmonter mes propres limites sans avoir à m'inquiéter du fait que Dieu n'a pas jugé bon de distribuer équitablement le don de l'intelligence. » Fin de la citation. Wanamaker a appris cette leçon très tôt. Mais personnellement, j'ai dû errer dans ce vieux monde pendant un tiers de siècle avant de comprendre que 99 fois sur 100, l'être humain se juge innocent, quelle que soit l'énormité de sa faute. La critique est futile parce qu'elle met les gens sur la défensive et les oblige généralement à chercher à se justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour-propre et qu'elle provoque la rancune. B. F. Skinner, psychologue mondialement connu, a prouvé par ses expériences qu'un animal récompensé pour son bon comportement apprend beaucoup plus rapidement et retient beaucoup plus efficacement ce qu'il a appris qu'un animal puni pour son mauvais comportement.
Des études ultérieures ont montré qu'il en allait de même pour les humains. En critiquant, nous n'apportons pas de changement durable et nous suscitons souvent du ressentiment. Hans Selye, un autre grand psychologue, a dit, et je cite, « Autant nous avons soif d'approbation, autant nous redoutons la condamnation. » Fin de la citation. Le ressentiment qu'engendre la critique peut démoraliser les employés, les membres de la famille et les amis, sans pour autant corriger la situation dénoncée. Rappelez-vous, c'est le miel que vous voulez, sans les piqûres d'abeilles. George B. Johnson d'Enid, Oklahoma, coordinateur de la sécurité pour une société d'ingénierie, devait s'assurer, entre autres responsabilités, que les employés portaient leur casque de sécurité chaque fois qu'ils travaillaient sur le terrain. Il a rapporté que lorsqu'il rencontrait des travailleurs qui ne portaient pas leur casque, il leur disait, avec la menace qui accompagne l'autorité et le doigt agité de la réglementation, qu'ils devaient s'y conformer. Le résultat? Il obtenait une acceptation maussade et il a entendu dire qu'après son départ, les travailleurs enlevaient souvent leur casque. Il a donc décidé d'essayer une approche différente. La prochaine fois qu'il trouva un petit groupe de travailleurs qui ne portaient pas leur casque de sécurité, il demanda tout d'abord si les chapeaux étaient inconfortables. N'étaient-ils pas bien ajustés? Puis, il rappela aux hommes, sur un ton agréable, que le casque était conçu pour les protéger des blessures et leur a suggéré de toujours le porter au travail. Le résultat a été un respect accru du règlement, sans ressentiment ni trouble émotionnel. Vous trouverez des exemples de la futilité de la critique irritante sur 1000 pages d'histoire. Prenez par exemple la célèbre querelle entre Theodore Roosevelt et le président William Howard Taft, une querelle qui a divisé le Parti républicain, placé Woodrow Wilson à la Maison-Blanche et écrit des lignes audacieuses et lumineuses sur la Première Guerre mondiale et modifié le cours de l'histoire. Passons rapidement en revue les faits. Lorsque Roosevelt quitte la Maison-Blanche en 1908, il soutient Taft, qui est élu président. Puis Roosevelt est parti en Afrique. À son retour, il a explosé. Il dénonce Taft pour son conservatisme, tente d'obtenir lui-même l'investiture pour un 3e mandat, forme le Bull Moose Party et démolit presque entièrement le JOP. Dans l'élection qui suit, William Howard Taft et le Parti républicain ne remportent que 2 États, le Vermont et l'Utah. C'est la défaite la plus désastreuse que le parti ait jamais connue. Roosevelt a blâmé Taft, mais le président Taft s'est-il blâmé lui-même? Bien sûr que non. Avec des larmes dans les yeux, Taft a dit, et je cite, « Je ne vois pas comment... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.